Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce question d'actu consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le premier rideau vient de tomber sur cette phase de groupe de la CAN et le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle a tenu toutes ses promesses. Le Maroc termine en tête de son groupe pour la 4e fois de son histoire. Un bilan donc comptable impeccable. Derrière les équipes favorites, le football africain a prouvé sa vitalité. Entre matchs spectaculaires et révélations individuelles, nous avons vu des hiérarchies bousculées, des joueurs jusque-là méconnus prendre la lumière. L'heure est venue de marquer une pause pour analyser, pour comprendre et pour se projeter sur ce qui s'annonce comme une phase finale électrique. Entre records historiques et émotions fortes, nous allons décrypter ensemble ce qui restera comme l'un des premiers tours les plus intenses de l'histoire du football africain. Nous décrypterons aussi ce nouveau phénomène, celui de la CAN des influenceurs. Comment le digital et le soft power façonnent-ils aujourd'hui l'image du Maroc et de l'Afrique aux yeux du monde? Entre vitrine internationale et retombées économiques majeures, nous verrons comment cette compétition transforme durablement le visage du continent africain. Et on va justement en parler ce soir avec mes invités. Donc Hicham Ben Saïd Al-Alaoui, vous êtes consultant d'entreprise. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Puis avec nous également, Monsieur Amin Ammour, vous êtes entraîneur. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, tout plaisir est pour moi, Marie. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Donc je commence avec vous, Monsieur Al-Alaoui. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le parcours des Lions de l'Atlas? Je pense qu'il y a deux manières d'analyser le parcours des Lions de l'Atlas, en occultant peut-être la caractéristique de pays hôte, sur laquelle nous reviendrons bien sûr, et qui n'est pas imputable aux sportifs purs. En tant que parcours sportif, je dirais que nous avons encaissé un but, sur penalty qui plus est, un but que Yassine Bounou aurait pu attraper, parce qu'il est parti du bon côté. Nous avons marqué 2 buts, nous avons deux des 3 co-meilleurs buteurs jusqu'à présent de la compétition. Nous avons marqué 2 des plus beaux buts de la compétition. Nous avons fini premier de notre poule, ce qui nous offre le privilège d'affronter un 3e de poule lors du match de dimanche, Inch'Allah. Nous avons marqué beaucoup de buts. Nous avons eu notre lot de blessés, avec capitaine Romain Saïs qui se claque au bout de quelques minutes du premier match, ce qui est peut-être un mal pour un bien. Je ne dis pas méchamment contre Romain Saïs, loin s'en faut. Je le dis juste qu'il vaut mieux perdre un cadre dans les premières minutes d'un match que le perdre, par exemple, lors d'une demi-finale de Coupe du Monde contre la France. Donc, tous les astres jusqu'à présent semblent alignés. Le parcours semble bon. Le groupe semble vivre très, très bien. Il y a eu des remous au niveau d'une certaine frange du public, notamment après le 2e match, où ça a un peu tangué, où il y avait un petit peu d'insatisfaction quant au rendu, quant à la prestation. Mais grosso modo, si on regarde le bilan comptable stricto sensu, jusqu'à présent, c'est un très très beau parcours. J'espère qu'on récupère nos blessés, dont notre capitaine emblématique Romain Saïs, et l'avenir s'annonce radieux pour ma part. Un bilan comptable impeccable, donc finalement, malgré certaines insatisfactions, je vais finir par y arriver, dont vous parliez tout à l'heure. Monsieur Ammour, que pensez-vous, vous, de ce premier tour? Écoutez, le premier tour, je pense qu'on a fait face à plusieurs scénarios. Face aux Comores, c'est une équipe qui a joué à 5 derrière. Le Mali, ils étaient un petit peu dans un système hybride entre 4 et 5. Et puis, vous avez la Zambie dans un tout autre système qui avait beaucoup de flexibilité, qui était un 4-4-2 flexible, parfois un 4-2-3-1. On a vu aussi qu'il pouvait être en 6-3-1. L'équipe a répondu face à ces scénarios. C'est vrai qu'elle est passée un petit peu par le pire avec cette blessure au début de Seyès et puis ce pénalty raté de Rahimi. L'équipe a retrouvé une défense. Le 2e match, vous savez, c'est très, très difficile quand vos attaquants ne marquent pas, vous faites rentrer Nseri, il ne marque pas, El Kaabi, il ne marque pas. Et puis le 3e match, on a vu peut-être un match modèle où on a retrouvé une défense, où on a vu une équipe qui utilise toute la largeur, où le côté droit qui fonctionnait comme le côté gauche. Les 2 côtés étaient fonctionnels, les demi-espaces, on utilisait très très bien les demi-espaces. Après, je pense que l'équipe a présenté un très très beau visage dans le pressing, même si l'action
qui ramène le penalty du Mali. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de la nonchalance à un moment donné. On se croyait en sécurité, mais je pense que l'équipe, elle présente la moyenne la plus basse de PPDA, c'est-à-dire qu'on n'attend pas beaucoup l'adversaire avant de déclencher notre pressing. Et une équipe, vous l'avez dit, M. Amour, qui a retrouvé sa défense. Est-ce que l'équilibre de la défense, c'est l'enjeu pour la suite de cette compétition? Ah oui, vous savez, c'est très très important dans une CAN. Il y a Wahbi aussi qui en parlait, l'entraîneur des U20. Il parlait du fait que, voilà, dernièrement, l'équilibre défensif, ça a été très, très important pour lui à la CAN et ça a beaucoup influencé sa réflexion. Et une défense, c'est une défense à 10 d'abord. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui défend. Et la défense préventive, c'est très, très important. Quand l'adversaire, il nous laisse 2 attaquants, peut-être qu'il faut rester à 3, comme ça a été le cas le dernier match contre la Zambie. On n'a pas vu Mazraoui monter, mais ça a été bénéfique pour freiner les attaques zambiennes et pour recycler le ballon aussi. Donc, vraiment, l'équilibre défensif, c'est quelque chose les contre-attaques en Afrique, vous savez, une équipe peut défendre et puis avec un contre-attaque, avec une contre-attaque, ils peuvent vraiment vous faire mal. Mais voilà, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça et c'est très très important d'être fort dans tous les secteurs. Mais l'équilibre défensif pour une équipe comme la nôtre est très très important. Alors, Monsieur Alaoui, un équilibre défensif, c'est l'enjeu, comme le disait actuellement Monsieur Amour, l'enjeu essentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la suite? Quelles sont actuellement les attentes? On a donc Achraf Hakimi qui est revenu sur le terrain. Est-ce que ça va changer peut-être la donne ou l'esprit, la dynamique de jeu sur le terrain? En fait, pour moi, c'est le nœud gordien de l'histoire. Parce que si on fait un petit peu de recul historique, on s'apercevrait que, sans faire offense à l'équipe actuelle, nous n'avons pas à disposition les meilleurs défenseurs centraux de notre histoire. Nous avons d'excellents défenseurs centraux. Naïf Aguerd est titulaire à l'OM, ce n'est pas rien. Romain Sey, c'est un excellent défenseur très expérimenté. Jawad Liamir, pareil, grand, costaud, très bon sur les duels. Adam Azina est titulaire en Serie A, ce qui est tout sauf anecdotique. Mais il fut un temps où notre défense centrale était par exemple composée de Nordin Nebets, capitaine historique du Deportivo La Corogne, champion d'Europe, et qui allait très loin en Champions League. Talal Karpouri, qui était titulaire au PSG, excusez du peu, ou bien Abdil Afani, Youssef Rossi, Ouaddo, Abdeslam Ouaddo et d'autres. Et donc, si on devait revenir à cette charnière centrale et la comparer au reste de l'équipe, si on se projette en se disant, on a peut-être un des tout meilleurs gardiens au monde. Côté droit, nous avons certainement le meilleur arrière latéral au monde. De l'autre côté, nous avons un titulaire à Manchester United et qui peut être titulaire à droite tous les jours, comme il peut être titulaire à gauche. Devant, nous avons Ayoub El-Kabi qui met retourné sur retourné. Nous avons Esdin Ounahi qui est capable de fulgurance, de brillance. Brahim Diaz qui joue au Real Madrid et on pourrait égrener ainsi le chapelet. Sans doute que, pas le talon d'Achille, mais en tout cas, une de nos zones de vulnérabilité serait cette défense centrale. Et là, tout le travail de Walid est de trouver un équilibre parce qu'avec ce retour de Hakimi que vous évoquiez, il y aura forcément plus d'espace parce que Hakimi est une traction avant. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup se projeter. Et lorsqu'on se projette et que de l'autre côté, l'arrière-gauche, son pendant, qui sera très certainement Nosser Mzraoui, à moins que Salah Din lui soit préféré, il y aura certainement des déséquilibres derrière. Et si nous voulons forcer les verrous adverses, il faudra faire monter notre bloc. Et ce qui signifierait qu'il y aurait des courses défensives très importantes à effectuer, ce qui n'est pas forcément notre fort. Et donc là, pour moi, tout le nœud gordien de l'histoire, c'est cet équilibre défense-attaque pour profiter à plein des montées ravageuses d'Achraf Hakimi. Il faut que notre bloc le suive et donc que la défense centrale ne se positionne plus, par exemple, à 40 mètres de Yassine Bounou, mais à parfois 45, 50 mètres ou un peu plus. Et ça signifierait qu'en cas de perte de balle, il faut se replier très vite. Est-ce que c'est notre fort? Je ne le pense pas, mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux pour parler très trivialement. Et là, pour le coup, nous jouons une Coupe d'Afrique. Il ne faut pas avoir de regrets. Je pense qu'il faut faire monter notre bloc. Et tout cet équilibre à trouver pour Walid, je lui souhaite très bon courage parce que c'est tout sauf simple. Au-delà de cet équilibre donc défensif, vous parlez d'un équilibre défense-attaque, Monsieur Alaoui. Monsieur Amour, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut monter ce bloc? N'y a-t-il pas plus de risques à prendre finalement en allant sur cette stratégie d'attaque?
Oui, écoutez, vous savez, on va prendre le match sur plusieurs étapes. On peut pas presser. Quand on joue tous les 3 jours, c'est très très difficile physiquement de presser pendant 90 minutes. Mais ce qu'on peut faire, par contre, en revanche, c'est presser le plus possible dans le camp adverse. Et je suis d'accord par rapport à ça. Et surtout contre la Tanzanie, on a vu, c'est une équipe, par exemple, dans le prochain match, c'est une équipe qui a du mal un petit peu sous pression. Et en orientant le pressing, j'ai vu le Nigeria. J'ai vu leur match contre le Nigeria. Quand ils ont orienté le pressing intérieur, ils ont eu beaucoup de mal à orienter le jeu. Et il y a beaucoup d'avantages à orienter le pressing intérieur. Pourquoi? Parce que l'équipe, elle est dans une structure d'attaque. Il y a les latéraux qui sont ouverts. L'équipe, elle n'est pas dans une position compacte. Et par la suite, en orientant ce pressing intérieur, vous êtes face au jeu quand vous récupérez le ballon et vous pouvez attaquer les espaces tout de suite. Et ça, c'est très très bien. Moi, je pense que oui, on a les qualités aujourd'hui pour monter le bloc, on a les qualités pour attaquer de manière compacte, pour voilà progresser du premier tiers, du deuxième tiers et au troisième tiers comme un seul corps. Et c'est très très important. On parlait tout à l'heure de l'équilibre défensif. C'est très très important de monter tous en bloc. Comme ça, dès qu'on perd le ballon, on peut faire un contre-pressing comme on a vu le dernier match. Le contre-pressing, c'est le meilleur numéro 10 parce que, encore une fois, l'équipe, elle vient de récupérer, l'équipe adverse, elle vient de récupérer le ballon. Elle essaye de contre-attaquer, elle commence à s'ouvrir et hop, vous récupérez le ballon et vous pouvez attaquer les zones qu'elle a laissées derrière elle. Donc, il faut être vigilant aussi sur ce point-là et oui, je suis d'accord sur ça. Donc toujours dans cette analyse et décryptage de ce premier tour, Monsieur El Alaoui, quels matchs ont marqué principalement ce premier tour? Et est-ce qu'il y a eu aussi de véritables surprises, comme la Tanzanie d'ailleurs, et de grandes déceptions également? Alors, sur une Coupe d'Afrique à 24, comme celle que notre pays est en train d'organiser, si on se rappelle qu'il y a 54 pays africains, ce qui signifie basiquement qu'une nation africaine sur deux a assisté à cette grande fête continentale, il y a assez peu de chances d'avoir des super affiches dès les phases de poule. C'est beaucoup plus à partir des huitièmes, voire des quarts de finale, que ça devrait se décanter. Il n'y a qu'à voir la composition des poules, il n'y avait pas forcément de choc inénarrable. Si je devais retenir un match qui m'a beaucoup marqué, et qui a marqué, je pense, beaucoup d'observateurs, c'est le match de Marrakech, le fameux Côte d'Ivoire-Cameroun, où nous avons eu la CAN avec un très très grand C, avec de l'engagement, avec du physique, avec de la tactique, avec un jeu moderne, avec du très beau monde en tribune. On a vu des anciens joueurs de part et d'autre, on avait un super public marocain, on a vu une super pelouse, on a vu une super ville, on a vu des drones aériens. Donc, ce match... Monsieur El Alaoui, il y a aussi le Sénégal et la RDC, peut-être, ce match aussi qui a marqué les esprits. Oui, au niveau de Tanger, mais je dirais que pour ma part, il avait moins d'enjeux parce que lorsqu'on regarde la composition des deux poules, le Sénégal et la RDC pouvaient presque se permettre un faux pas lors de ce match parce qu'ils pouvaient très largement se refaire à côté. Là où de l'autre côté, il y avait un épouvantail qui s'appelle Gabon, et qui d'ailleurs qui permet de faire la transition sur les déceptions. S'il devait y avoir une déception majeure, peut-être un gros, pour parler trivialement, qui n'a pas franchi ce cut des poules, qui serait le Gabon, sans doute pour cause d'une équipe arrivée en fin de cycle, où les stars comme Enrico Aubameyang, Mario Lemina, Palin par exemple, ou bien Daniel Ekolemanga en défense, ont fait leur temps très certainement. Ils n'ont pas su franchir le cut. En amont, je dirais qu'il y avait quand même une déception majeure. Une équipe comme le Ghana, qui ne s'est même pas qualifiée à cette Coupe d'Afrique, là où elle est mondialiste. Et donc, à ce stade, sur une CAN à 24, quand on voit la composition des poules, assez peu de chances qu'il y ait des déceptions. Il y en aura peut-être une comme le Gabon. Et c'est à partir des huitièmes, vraisemblablement, que les choses très, très sérieuses devraient commencer, à mon sens. Donc, les choses sérieuses vont commencer très vite, très bientôt, ce week-end d'ailleurs. Monsieur Amour, est-ce qu'il y a des joueurs qui se sont déjà aujourd'hui imposés ou des figures incontournables qu'on remarque sur le terrain? Dans notre équipe nationale? Partout, sur tous les matchs qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se distinguent ou qui se sont distingués? Bien sûr, il y a Ayobi avec le Nigeria, Osimhen, l'attaquant aussi du Nigeria,
qui est très très fort. Mboumo, l'attaquant du Cameroun, qui fait un très très bon début de CAN aussi, qui fait mal sur les contre-attaques. Riyad Mahrez avec son expérience, voilà, il a gagné la Champions League européenne, la Champions League d'Asie. Et puis on a aussi dans notre équipe nationale pas mal de figures comme El Ainaoui par exemple, qui a montré toute son intelligence, qui a joué relayeur, qui a joué milieu défensif et qui a su donner de la vivacité à ce milieu de terrain. On a des joueurs malgré tout qui, même si c'était un début poussif comme Saïbari, mais sur le dernier match, il a montré de très très belles qualités. Et il y a aussi El Kaabi avec ses fameuses bicyclettes, qui est capable de d'éblouir le public avec ses bicyclettes. Brahim, qui fait un très très bon début de CAN, et on voit toute l'importance de la confiance d'un coach. On le voyait, même les gestes qu'il tentait tout naturellement, ça faisait à un moment donné au Real qu'il ne tentait plus ces gestes. Mais avec la confiance du coach Regragui, il lui a donné cette confiance. On voit l'amour du public qu'il reçoit ici. D'ailleurs, l'une de ses premières interviews avec la radio espagnole, il avait dit « J'ai reçu beaucoup d'amour, cariño ». Il a répété beaucoup ce mot-là. Et aujourd'hui, on voit cet impact et on voit que peut-être ça peut être un des facteurs X, si je puis dire, Brahim avec l'équipe nationale. Brahim Diaz qui a marqué à chacun des matchs, tout de même. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose de magnifique et il arrive à faire la différence, que ce soit par le dribble, par la passe, par les buts. Et aujourd'hui, on espère qu'il continue comme ça. Et surtout, le fait de mettre des joueurs techniques autour de lui, comme il a un petit peu le profil de Messi, on voit que Messi aussi, il a souffert auparavant en équipe d'Argentine quand il n'avait pas toujours les joueurs pour parfois qui comprenaient son jeu. Et aujourd'hui, on a des joueurs intelligents qui comprennent ses mouvements et qui ne se marchent pas finalement sur les pieds. Et finalement, on retrouve cette fluidité et tout le génie de Brahim dans le dernier tiers. Monsieur Alaoui, alors on a eu un arbitrage sous haute tension, des VAR, on a dû avoir recours auquel on a eu recours en fait à de multiples reprises. Qu'est-ce qu'on peut dire de la gestion justement des matchs en termes d'arbitrage ? Je dirais que jusqu'à présent, il n'y a pas eu ce qu'on pourrait appeler un scandale arbitral, comme par exemple la main de Maradona en 86, que l'arbitre tunisien n'a pas vu, ou un but comme lors d'Allemagne-Angleterre, lors du Mondial 2006, qui est rentré de 2 bons mètres et que l'arbitre n'a pas vu. Pour ma part, il n'y a pas eu de très très gros scandales. Il y a des tacles qui méritaient parfois carton rouge, il y a eu carton jaune, mais il n'y a pas non plus un scandale planétaire. En revanche, je pense que ce qui s'est vu, c'est qu'il y a un arbitrage à 2 vitesses. Il y a des championnats comme le championnat marocain, le championnat mauritanien, tiens, depuis quelque temps, le championnat tanzanien, le championnat tunisien ou égyptien, où il y a la VAR, et donc les arbitres sont plus ou moins familiers avec, et il y a d'autres championnats où les arbitres, sans doute, utilisent la VAR de compétition continentale ou internationale en compétition continentale ou internationale. Et ça s'est vu, parce que parfois, il fallait 7-8 minutes pour trancher sur des actions qui étaient somme toute anodines. Et pour ma part, c'est le petit reproche que je ferai à la VAR. Ça a tendance parfois à casser quelque peu le rythme. C'est brillant pour réduire les inégalités, les estomper, le risque zéro n'existant pas. Mais en revanche, en termes de gestion du risque, lorsque vous avez un super match qui est bien engagé et que vous avez un arbitre qui prend 4, 5, 6 minutes, ça casse un peu le rythme. Mais à part ça, je trouve que l'arbitrage, surtout si on le compare à l'Euro, par exemple, aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, il faut arrêter de s'auto-flageller, nous, Africains. Je n'ai pas vu de choses choquantes par rapport à ce que j'aurais vu lors d'une Copa América, par exemple, ou d'un Euro. Donc, jusqu'à présent, plutôt très correct. Un bilan donc positif. Monsieur, toujours là, Alaoui, je reste avec vous. Comment s'annonce cette rencontre donc attendue le 5 entre le Maroc et la Tanzanie ? Prochain. Tout à fait. Nous devrions affronter à 17h ce fameux adversaire qui est la Tanzanie. Alors, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer.
une équipe qui est coachée par un entraîneur qui connaît très très bien, lui et son adjoint, que je salue, Moussanda, ou le coach Monsieur Simondi, qui a entraîné au Hassania d'Agadir, qui était directeur technique au Hassania, qui a entraîné au Wydad de Casablanca. Il connaît très très bien aussi bien le continent que le pays en particulier. Mais nous parlons d'une équipe qui n'a pas su s'imposer lors de ses 3 premiers matchs de poule, je parle de la Tanzanie, une équipe qui ne s'attendait certainement pas à être à pareille fête, qui n'a pas pu s'imposer face à l'Ouganda, qui n'est pas un foudre de guerre. Et donc, a priori sur le papier, c'est on ne peut plus déséquilibrer. En revanche, et on le sait, on l'a vécu dans notre chair, il y avait par exemple un certain Maroc-Bénin il y a quelques années, et d'autres matchs qui étaient très déséquilibrés en faveur du Maroc, et finalement, on n'a pas su tirer les marrons du feu. Là, normalement, est présent avec une super pelouse, avec l'habitude qu'ont pris les Lions à jouer sur ce magnifique écrin qu'est le stade de complexe Moulay Abdallah. Il y a un public qui lui aussi est monté en gamme, j'aimerais le signaler, le public du dernier match n'étant pas le public du premier match en termes d'engouement et d'enthousiasme. Chapeau à toutes celles et tous ceux qui ont assisté aux 3 matchs d'ailleurs. Donc, a priori, sur le papier, ça semble assez simple de s'imposer, mais quiconque vous dirait ça en parlant d'un match de foot serait d'une naïveté confondante. Toujours beaucoup de prudence, mais Inch'Allah, mais contre el comme on dit, et les Lions vont se qualifier assez simplement, Inch'Allah, pour les quarts de finale. Déronia, en tout cas sur le papier, un match qui s'annonce assez simple, comme vous le dites, pour les Lions de l'Atlas. Mais justement, Monsieur Amour, face à la Tanzanie, les Lions de l'Atlas ne doivent-ils pas craindre le match piège, la surprise ? Ah, mais c'est clair. Vous savez, la Tanzanie, on va dire que son talent s'exprime à une certaine vitesse. Si vous tombez dans les nonchalances, par exemple la nonchalance qu'on a vue sur le penalty du Mali, ils sont capables de vous faire mal. Ils ont un attaquant comme Sova qui a joué au Wydad, qui connaît un petit peu le football marocain, qui est capable de prendre la profondeur et qui est capable de faire mal. Maintenant, je pense quand même qu'il y a une supériorité de l'équipe nationale sur cette équipe de la Tanzanie. Je pense que sur les coups de pied arrêtés, on peut faire mal. Les coups de pied arrêtés, ça a été un de nos points forts. Il y a 30% expected goals, XG, qui sont des coups de pied arrêtés marocains. Il y a un travail au préalable. On a vu aussi sur le dernier match qu'il y a 2 coups de pied, qui a eu 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Donc c'est quelque chose qui est très très bien. On a vu aussi qu'ils ont été incapables de défendre le 3v2 sur le corner nigérian. Et je pense que sur des situations comme ça, en combiné, on peut leur faire mal aussi. On peut faire mal aussi avec notre contre-pressing, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi un truc, c'est qu'ils essayent malgré tout de presser haut. Ils essayent tant bien que mal de presser haut. Et ils font pas toujours attention aux distances entre les 2 pivots. Et je pense qu'on a les qualités pour leur faire mal à ce niveau-là, de créer le 3v2 encore une fois à l'intérieur du jeu et se retrouver face à la défense. Et c'est là qu'on peut créer beaucoup de dangers. Après, quand ils arrivent quand même à se regrouper, à réduire les distances, parce qu'ils ont joué en 4-4-2, mais ils sont capables de jouer en 5-4-1 aussi. Quand ils arrivent à réduire un petit peu cette distance, ils ferment pas toujours très bien la largeur. Il y a cette priorité de l'axe et ils protègent mal sur les centres le point de penalty. Je pense que ça sera ce qu'on appelle the golden zone, c'est-à-dire la zone en or pour marquer. Et ça fait partie des faiblesses, mais aussi de ressortir le ballon sous pression. Ils ont un petit peu de mal orienter le pressing intérieur. Moi, je vois la possibilité, en toute honnêteté, même si chaque match a sa propre physionomie, mais surtout si on marque très tôt, je vois la possibilité d'un grand score. C'est possible, même si on marque pas très tôt, attention, hein, c'est comme aux Jeux Olympiques, on termine la première mi-temps contre l'Égypte à 2-0, et puis j'étais persuadé qu'on allait faire un grand score, et en deuxième mi-temps, on marque 4 buts, ça fait 6 à la fin. Donc, je pense qu'il y a possibilité de faire un grand score, et aussi, dans des matchs comme ça, c'est aussi la possibilité que les automatismes prennent encore plus entre les joueurs. Vous rejoignez en tout cas les propos de M. Alaoui. On est plutôt dans
des projections qui restent assez positives pour ce match à venir. Monsieur Alaoui, que peut-on dire aujourd'hui des équipes, des forces en présence et des favoris aussi, des équipes favorites, des équipes qu'il faut suivre de très près? Alors, je dirais que l'ironie du calendrier a fait que, à mon sens, ça n'engage que moi, sur les 8 huitièmes de finale, nous avons 4 matchs a priori assez simples, assez déséquilibrés pour certains, et 4 matchs on ne peut plus ouverts et on ne peut plus équilibrés. Alors, dans les matchs ouverts équilibrés, je citerai Mali-Tunisie, je citerai Côte d'Ivoire-Burkina Faso, je citerai Afrique du Sud-Cameroun et enfin Algérie-RDC, République démocratique du Congo. Pour les autres matchs, le Sénégal devrait s'imposer relativement simplement, en tout cas sur le papier, face au Soudan. Pareil pour l'Égypte face au Bénin. Pareil pour le Maroc, comme on l'a dit, face à la Tanzanie. Et enfin, que dire du Nigeria face au Mozambique. À ce stade, je pense que les favoris sont à chercher du côté des historiques. L'Égypte, qui ne traverse pas sa meilleure phase en équipe nationale, a quand même 7 étoiles sur le maillot. C'est tout sauf neutre. Et sur des pelouses, un climat qui ressemble au climat égyptien. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent à l'étranger et qui trouvent d'excellentes conditions lors de cette CAN. L'Égypte, bien entendu, n'est jamais à exclure. Pareil pour le Nigeria, qui, depuis le début des années 70, est très régulièrement à minima demi-finaliste de la Coupe d'Afrique. Bien entendu, le Maroc, en tant que pays hôte, est grandissime favori également. La Tunisie est une sélection qu'il ne faut jamais sous-estimer et jamais enterrer. Et la Tunisie n'est jamais aussi forte que quand elle ne joue pas supposément bien par rapport aux standards esthétiques. Le Mali face au Maroc, je ne pense pas que c'était juste une défaillance du Maroc. Je pense que le Mali a une vraie bonne équipe. Le Sénégal avec sa flopée de stars. L'Algérie aussi avec ses stars et avec un climat qui ressemble beaucoup au climat algérien. Beaucoup de binationaux aussi qui retrouvent des climats qui ressemblent à ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer au quotidien. Le Nigeria qui, en plus, n'ira pas au mondial et donc il y a des choses à prouver. L'Afrique du Sud, qui a encore fait une CAN très honorable lors de la dernière édition, en nous éliminant et qui peut aller loin. Le Cameroun, pareil, qui ne fait pas le mondial et qui peut vouloir se racheter avec un Samuel Eto'o à la tête de la sélection, de la fédération. Donc tout ça pour dire, il y a encore 16 équipes en lice. Honnêtement, avec l'exclusion d'une ou deux, et encore, il ne faut jamais se projeter, éliminer quiconque, c'est très 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 ouvert. Il y a au moins pour moi une dizaine de favoris qui pourraient l'emporter sans qu'il y ait scandale. 16 équipes, une phase éliminatoire donc très tendue à venir. Les matchs qui arrivent devraient être très intéressants à suivre de très près. Monsieur Ammar, j'aimerais bien qu'on revienne maintenant sur l'organisation de cette CAN. Alors, stade, transport, le flux, qu'est-ce qui ressort sur le terrain de ce premier tour ? Écoutez, les échos sont plutôt positifs. C'est même impressionnant, je dirais, parce que il y a beaucoup qui s'attendaient à ce que le Maroc faille à cette organisation. Et on voit aujourd'hui une grande réussite dans ce premier tour. Les pluies qui ont été torrentielles et le système de drainage a très très bien fonctionné. Il a été même impressionnant. On voit par exemple certains pays européens avec le même taux de pluie. Parfois, il y a des matchs qui s'annulent, il y a des matchs qui sont retardés. Je pense que l'organisation a été professionnelle, l'accès au stade. On voit du public qui commence à découvrir la culture marocaine, les Marocains qui accueillent bien des publics qui viennent de partout d'Afrique finalement, et pas que, parce qu'il y a aussi la diaspora en Europe qui arrive ici au Maroc. Donc non, l'organisation est magnifique et le Maroc est au rendez-vous et ce n'est pas une surprise pour nous. Le Maroc qui est au rendez-vous, Monsieur Alaoui, justement dans ce contexte. Il y a aussi les conditions météorologiques qui ont été abordées par Monsieur Ammar. Quels ont été les principaux défis logistiques qui ont été, rappelons-le, relevés par le Royaume du Maroc ? Si on devait comparer déjà à d'autres compétitions, rappelons que la CAN, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les plus âgés s'en souviendront, se jouait à 4 équipes, puis à 8 équipes. Typiquement, lors de la CAN 88, organisée au Maroc, il y avait les stades de Casa et de Rabat. Et puis la CAN est devenue un rendez-vous autrement plus important, imposant. Donc tout simplement, lorsqu'on parle de 24 équipes en présence, plusieurs cultures, lorsque nous parlons de civils, hôtes, lorsque nous parlons de terrains d'entraînement,
un sujet très intéressant pour moi parce que j'ai pu visiter certains terrains d'entraînement. La qualité de la pelouse de nos terrains d'entraînement est très supérieure à la qualité de pelouses qui ont abrité des matchs officiels de Coupe d'Afrique précédentes et des éditions plutôt récentes. Donc, je pense que la sélection marocaine a relevé, ou la fédération, l'organisation a relevé beaucoup de défis. C'est, jusqu'à présent, touchons du bois, 24 équipes avec leurs supporters venus de différents horizons, différentes cultures, les liaisons intervilles, les liaisons entre les terrains d'entraînement et les hôtels, les liaisons entre les hôtels et les complexes qui abritent les matchs. Maintenant, les transferts, la transhumance de ville en ville au gré des classements lors des différentes poules. Je pense que jusqu'à présent, tous les défis sont en train d'être relevés. Et puis moi, si je devais mettre une cerise sur le gâteau, quelque chose qui a honnêtement impressionné très au-delà de nos frontières, lorsqu'on voit la pluviométrie, alhamdoulilah, qu'il y a dans nos villes et on voit l'état des gazons, pas uniquement le complexe Moulay Abdallah qui est franchement exceptionnel, mais on voit ce qui s'est passé à Marrakech, ce qui s'est passé à Agadir, et on voit la qualité de la pelouse. On est parmi les plus belles pelouses au monde. Nous n'ayons pas peur des mots. Si on devait comparer à des matchs de Champions League européenne où parfois il y a de la pluie à Londres, ou souvent il y a de la pluie à Londres, écoutez, ce que j'ai vu sur la pelouse, c'était assez exceptionnel. Donc touchons du bois. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'est pas loin d'une mission très réussie. Et si on devait comparer à certaines CAN récentes ou à l'exclusion du stade qui accueillait l'équipe hôte, si vous sortez un petit peu de la capitale ou de la capitale économique, c'est un petit peu moins glorieux. Là, le Royaume peut s'enorgueillir d'avoir 6 villes qui accueillent avec des standards internationaux et qui n'accueillent pas par défaut parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être à Casa ou à Rabat, par exemple. Mais vous avez Agadir, Tanger et toutes les autres villes qui auraient pu accueillir d'ailleurs la compétition. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, c'est plutôt un jackpot, un parcours sans faute, alhamdoulilah. Un Maroc à la hauteur, en tout cas, des attentes, en préparation pour un mondial qui devrait arriver très bientôt, dans 5 ans. Monsieur Amour, comment expliquer, pour rester sur les défis logistiques, les variations d'affluence qu'il y a eu par rapport aux différentes rencontres sur le terrain, sur les stades ? Écoutez, le Maroc, c'est un pays de football. C'est-à-dire que c'est vrai que peut-être que la première division et la deuxième division a été arrêtée par rapport au fait qu'il y a encore cette CAN. Mais vous savez, il y a des équipes aussi amateurs qui jouent et qui ont un public. Et dans des petits patelins, dans des petits villages, il y a encore, et même dans des petites villes, et même dans des équipes amateurs dans des grandes villes qui ont leur propre public. Et donc, ils ont aussi le droit de suivre leur club amateur. Mais il y a aussi le fait que, je pense que l'influence a été jusqu'à présent... on est bien parti aujourd'hui pour faire un record. Parce que jusqu'à maintenant, on a dépassé la moitié de ce qui s'est fait sur la dernière CAN. Donc, je pense que vers la fin de la CAN, le Maroc affichera un record d'affluence sur les rencontres disputées. Pour rester sur ce point, Monsieur Alaoui, au-delà des stades, il y a aussi ces fan zones qui ont réussi à recréer la magie du terrain. Tout à fait. Alors là, je salue aussi ce qui a été fait en termes d'accès aux fan zones à travers l'application Yalla. Parce que pour être éligible à la fan zone, il faut télécharger une application qui se télécharge très rapidement. On peut inclure des mineurs si on a des enfants, par exemple, avec soi, à travers sa CIN lorsqu'on est marocain, à travers son passeport lorsqu'on ne l'est pas. Et donc, je pense que dans cette configuration, les fan zones, qui ont toujours été un excellent relais, notamment lors des compétitions européennes et des compétitions mondiales, type Coupe du Monde, Jeux Olympiques, les fameux villages France, villages Maroc, etc., on a pu le voir, c'était pas forcément aussi structuré lors d'autres éditions de Cannes que j'ai pu voir. Là, vous êtes au cœur de la CAN, avec une super sonorisation, avec une super ambiance, avec une ambiance très bon enfant aussi, ça il faudrait le souligner. Et donc, ces fan zones, effectivement, ont su recréer cet environnement de la Coupe d'Afrique. Et dans certains cas, il y avait des gens qui se disaient, avec des fan zones de ce niveau, pourquoi aller au stade alors qu'il suffit de se déplacer à la fan zone et c'est pas très loin de là où on habite. Donc, effectivement, ce volet fan zone a été très concluant et j'espère qu'il y aura encore un peu plus de ferveur
et de folie, parce que dans toutes les éditions de Coupe d'Afrique, vous avez forcément des matchs qui vont attirer. C'est soit les matchs des pays hôtes, soit les matchs entre les big stars, et c'est beaucoup plus clairsemé. C'est pas une spécificité marocaine lors d'autres rencontres, mais théoriquement, à partir des huitièmes, voire des quarts de finale, on devrait avoir guichet fermé sur guichet fermé, parce qu'on parlerait des 16, puis des 8, puis des 4, puis des 2, puis de la meilleure équipe d'Afrique qui devrait être sacrée. Et ça devrait attirer beaucoup de monde. Des fan zones qui ont eu effectivement beaucoup de succès. Il y a eu aussi certaines difficultés à se procurer les billets pour les stades. Alors, en termes de billetterie, Monsieur Amour, en termes de billetterie en ligne, entre modernisation et bugs techniques, quel bilan doit-on faire ? Bon, écoutez, c'est normal aujourd'hui. C'est très très bien aussi de faire ces erreurs avant la Coupe du Monde. Même si moi j'appelle pas ça des erreurs, je pense qu'il y a tout le temps des bugs, même sur la dernière Coupe du Monde. Il y avait à un moment donné le réseau, il était voilà, saturé en fait. C'est un réseau qui est saturé au vu de la demande, de l'importance de la demande. Au vu de l'importance de la demande, vous savez, ça a été exceptionnel. Et aujourd'hui, je pense que malgré tout, on voit sur le terrain qu'il y a des stades qui sont remplis, et que la billetterie, je pense que peut-être que le niveau d'information, peut-être que tout le monde n'était pas au courant et qu'on a été au courant à la dernière minute. Donc, je pense qu'il faut faut suivre aussi les pages de ces organisations. Il faut être au courant de ce qui se fait, et aussi peut-être de communiquer aussi au public avec une communication peut-être de proximité encore plus par rapport aux prochains événements. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ces petits bugs ne sont que des petits bugs, et que voilà, il y a quand même beaucoup de monde qui sont arrivés à avoir leur billet, et aujourd'hui... La preuve, les stades étaient pleins, effectivement. Exactement. Bilan qui reste tout de même positif, malgré certains ressentis. Monsieur Alaoui, entre réseaux sociaux, diplomatie sportive, soft power, comment donc ce soft power marocain aujourd'hui façonne-t-il cette CAN 2025 ? Non, le soft power, pour moi, est au cœur des enjeux. On a pu voir plusieurs manifestations de ce soft power. D'abord, j'aimerais saluer la stratégie digitale. Bon, pour ma part, ça n'engage que moi. Je ne suis pas du tout le plus digital de mes compatriotes, étant assez peu présent sur les réseaux sociaux et autres. En revanche, je pense que la stratégie digitale, avec le recours à certains influenceurs qui se sont déplacés, c'est dans l'air du temps. Je trouve que ça a pu donner un retentissement très bon. Nous avons également su profiter d'un événement qui est les trêves de fin d'année, trêves de Noël au niveau des différents championnats. Et forcément, lorsque vous avez en tribune Kylian Mbappé, qui est d'origine camerouno-algérienne, algérienne par sa mère, camerounaise par son père, lorsque vous avez Jules Koundé, lorsque vous avez Aurélien Tchouaméni, vous avez des stars titulaires au Barça, au Real, vous avez Zinedine Zidane, vous avez Alex Song, vous avez Samuel Eto'o, qui est président de fédération. Forcément, surtout qu'il y a moins de championnats en cours, là où vous voyez des liens passés il y a quelques années sur les vacances de Mbappé lors de la trêve de Noël, là vous le voyez à Marrakech, vous le voyez à Tanger, vous le voyez à Rabat, et tout ceci a un relais très positif. Autre scène qui m'a beaucoup plu, c'était le petit échange qu'il y avait entre Monsieur Borreta, par exemple, et de représentants d'une sélection africaine, je ne me rappelle plus laquelle, où il y avait un échange très détendu, où M. Borreta leur disait « si vous n'avez pas de billets, vous serez mes invités », etc. Donc tout ceci va concourir d'une part à montrer le Maroc sous un œil nouveau, parce que quand je vois Zinedine Zidane, par exemple, dont le fils d'ailleurs joue pour l'Algérie en tant que gardien de but, s'exprimer de manière aussi dithyrambique sur les progrès logistiques, économiques réalisés par notre pays, lorsque je vois beaucoup de binationaux, qui avaient une certaine culture, notamment des Algériens par exemple, qui avaient une certaine compréhension du Maroc à travers le prisme soit de la télé algérienne, soit de leurs rares vacances à Marrakech. Là, ils ont pu voir, au gré des déplacements de leur équipe, que le Maroc avait aussi Tanger, qu'il y avait Agadir, qu'il y avait Fès, qu'il y avait Laayoune, qu'il y avait Rabat, qu'il y avait beaucoup de villes. Et je pense que pour beaucoup,
Ce déplacement au Maroc a été une claque très positive parce qu'il a permis de voir qu'un pays africain était en pleine émergence, qu'il pouvait le faire, que l'exercice économique n'était pas concentré dans une mégapole comme vous avez dans la plupart des pays africains. Donc, en termes de diplomatie, là, pour le coup, la CAN est en train de faire de très, très belles choses pour notre pays, en rappelant, enfin, je conclurai là-dessus, que nous sommes tout simplement en train de connaître une seconde saison touristique, parce que nous avons bien sûr la saison touristique qui va de mai à septembre, hein, pour simplifier. Là, en décembre, janvier, il n'y a qu'à voir nos différentes rues, les hôtels, les taux d'occupation. Si vous prenez le train, il n'y a qu'à voir la population qui meuble les trains. Et vous verrez que nous sommes en train d'avoir un retentissement économique très, très positif pour le plus grand bonheur des hôteliers, des restaurateurs, des cafetiers, des guides touristiques, des transporteurs. Donc là, en termes de diplomatie, honnêtement, oui, c'est en train d'être gagné. La bataille, si on peut s'exprimer ainsi, diplomatique est en train d'être gagnée très largement. La bataille diplomatique et économique, vous l'avez dit, un retentissement économique très positif. Monsieur Amor, justement, quel sera cet héritage économique et touristique réel de cette compétition de la CAN 2025 au Maroc? Écoutez, je suis beaucoup les médias étrangers, notamment en Europe, et je regarde aujourd'hui, vous savez, on analyse toutes les petites choses de cette CAN. C'est une première pour moi, j'ai jamais vu ça. Même dans les plus grandes chaînes de télé, des grands journalistes qui ont décidé d'eux-mêmes de suivre cette CAN, parce qu'ils savent que cette CAN elle sera exceptionnelle, parce qu'ils savent que ça prépare la Coupe du Monde du Maroc et ils veulent voir à quoi ça ressemble. Donc je pense aussi que ça ramènera de la curiosité aussi par rapport au pays, que ça augmentera le tourisme, que c'est une très très belle vitrine du pays et qu'on aura beaucoup plus d'affluence par rapport au futur. Peut-être que ça sera l'occasion, je laisserai les spécialistes parler, mais ça sera peut-être l'occasion de voir les opportunités d'investir encore plus dans ce pays qui a beaucoup de futur. Donc c'est très très bien par rapport à ça et je pense qu'on remplit jusqu'à maintenant les objectifs de cette CAN avec brio. Mmh. Vous l'avez dit, la CAN, donc une CAN exceptionnelle qui prépare au mondial. Justement, Monsieur Alaoui, quelles attentes par rapport au mondial suite à déjà ce premier tour et à l'aperçu qu'on a de la CAN? Il y a plusieurs attentes. J'aimerais juste rebondir aussi sur ce volet de l'héritage. Mmh. Et ce qui est fascinant dans notre Coupe d'Afrique, c'est que contrairement à certains pays africains qui avaient organisé des CAN et qui avaient construit ad hoc des stades pour la CAN et qui avaient des problématiques par la suite pour suivre la cohérence globale, là, en fait, nous, notre Borak pour relier Tanger n'est pas lié à la CAN directement. Nos centaines de kilomètres d'autoroutes qui relient les différentes villes hautes ne sont pas liés à la CAN. La plupart des hôtels qui accueillent les différentes équipes et les supporters ne sont pas liés à la CAN. Donc, c'était beaucoup plus le point d'orgue d'une stratégie volontariste de grands travaux initiés depuis 25 ans environ, un peu plus de 25 ans. Beaucoup plus que quelque chose qui a été fait artificiellement, si je peux m'exprimer ainsi, pour les besoins d'une CAN. Et c'est en fait, la question qui se posait, c'était le retour sur investissement à long terme. Est-ce que finalement ces stades vont être, lucratifs à long terme suite à la CAN? En fait, il faut penser à la CAN, mais aussi à l'après-CAN. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il y a tout un écosystème qui est en train d'être créé autour de ces stades pour maintenir justement ce volet touristique et culturel. Oui, tout à fait. Il y a aussi un pendant, c'est que la plupart de nos clubs de notre cher Botola prennent le relais. Il y a bien sûr une professionnalisation qui est déjà entamée. Il y a un transfert du statut associatif au statut de société, même si les deux formules coexistent encore. Nous avons vu l'expérience de certains clubs, expérience concluante de clubs comme le Raja, par exemple, qui a vu une partie de son capital acquise par un investisseur privé de tout premier plan. Je pense que pour surfer sur cette dynamique, il faut que les clubs marocains prennent le relais. Ils offrent des spectacles davantage proches des spectacles européens, ou si vous assistez à un match en Espagne, par exemple en Allemagne ou en France, ça va très
au-delà des 90 minutes du match. C'est un folklore avant, pendant, après, avec un show, avec des commerces qui ne désemplissent pas pendant pratiquement toute la journée, tout un commerce de transport, etc. Et donc, pour moi, pour viabiliser davantage ces stades, qui appartiennent tous à des villes sportives. Tanger est une ville très sportive, Agadir, Rabat, Casablanca, Fès, toutes les villes marocaines qui accueillent des grands stades, le stade d'Oujda, qui n'est pas dans le lot malheureusement. Mais toutes ces villes, toutes nos régions sont sportives. Et pour moi, le meilleur moyen de les pérenniser, c'est que les clubs offrent des spectacles un peu meilleurs que ceux qu'ils offrent aujourd'hui, qu'on aille toujours systématiquement loin dans les compétitions continentales, qu'il y ait tout un écosystème sportif avec un vrai système de restauration autour des stades, avec un système de loge, bon, ça a été initié dans certains stades, avec un système de spectacle à la mi-temps, avec un certain nombre de spectacles. Des choses ont été faites, mais nous sommes honnêtement encore un peu loin, et surtout lorsqu'on compare à ce que notre pays peut faire, comme à l'occasion de cette CAN, on se dit que nos clubs doivent prendre le pli. Ils ont fait des efforts, mais par rapport à ce qu'on peut faire, et la fédération ou le comité d'organisation ont montré la voie, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire en plus. Monsieur Ammar, vous rejoignez Monsieur Alaoui sur cette CAN 2025 comme, on va dire, peut-être point de départ ou plutôt locomotive de développement économique pour le Maroc, avec cet écosystème, bien évidemment, qui doit être créé autour du sport. Bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, ça ramènera beaucoup de curiosité autour de notre pays, qui a une très bonne réputation déjà. Et je pense que ça ramènera beaucoup d'investissements. Et je pense aussi que c'est l'opportunité pour nous de se développer encore plus et plus. C'est un point de départ. Il y a encore d'autres challenges comme la Coupe du Monde. Et puis, vous savez, j'ai déjà vu, par exemple, j'ai déjà été présent dans une loge, dans un stade, et j'ai déjà vu des deals se faire entre des personnes présentes. Donc, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Et le sport aujourd'hui est un facteur d'union entre les peuples. Et c'est un facteur fédérateur très important, et surtout le football. Absolument. Donc, on arrive déjà au terme de cette émission, mais je reste avec vous, Monsieur Ammar, avant de finir. Un dernier mot sur les pronostics du prochain match. Écoutez, sur le prochain match, je voudrais juste rajouter un point, c'est que sur ce qu'on a dit sur la Tanzanie, il faut que notre attaquant El Kaabi prenne beaucoup la profondeur. On l'a vu parfois sur le dernier match descendre alors que c'était pas nécessaire, et parfois ça condensait le côté actif, le côté droit. Et je pense que s'il va faire si on ajoute à notre analyse ces appels en profondeur, je pense qu'on fera très très mal à cette équipe de la Tanzanie. Je vois un grand score, je reste persuadé que le Maroc, si on fait le nécessaire, je pense je reste sur un grand score en faveur du Maroc, Inch'Allah. Monsieur Alaoui, vos pronostics pour le prochain match, pour conclure cette discussion? Tout dépend du schéma que va suivre Walid El-Regragui. On a vu que l'absence, par exemple, de Sofiane Amrabat lors du match d'avant a permis un certain équilibre attaque-défense, a permis une certaine fluidité offensive qu'on n'a pas. On a beaucoup plus de sécurité défensive quand Sofiane Amrabat est présent, ce qui n'était pas le cas lors de ce match. En fait, pour moi, pourquoi je parle de ça, tout dépend selon qu'on aura Sofiane Amrabat sur la pelouse ou pas. Si nous l'avons sur la pelouse, c'est un gage de très grande solidité défensive. En revanche, ce serait peut-être un peu plus mécanique et laborieux pour aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas tout avoir lorsqu'on a le profil de Sofiane Amrabat. Donc pour moi, ce serait au moins 2-0, il y aurait une marge de 2 buts, et j'espère qu'on verra Sofiane Amrabat face à des adversaires du style Nigeria, Sénégal, et qu'on va le ménager face à un adversaire comme la Tanzanie, où quelqu'un comme Naïl El Ainaoui peut très largement faire le travail tout seul. Merci à vous, Hicham Ben Saïd Alaoui. Je rappelle que vous êtes consultant en entreprise. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Oui, merci à vous. Et puis merci à vous également, Amin Ammar, pour votre analyse et votre décryptage de la situation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci, ce fut un honneur. Merci beaucoup. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.